Les maux du corps, MAUX, sont les maux de l'âme et ainsi on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Citation que l'on doit à Platon. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'aspect douloureux, de l'aspect douleur, la douleur dans le corps, la douleur, la vision qu'on peut avoir de la douleur en Occident, dans notre médecine dite traditionnelle allopathique, chirurgicale, et dans une médecine plutôt thérapie qu'on va appeler parallèle, plus préventif, plus d'origine orientale. Hein. Voilà, on sait qu'en Asie, en Orient, on va plus savoir mettre l'accent sur le préventif et la douleur. Les mots MAUX ont été peut-être un peu plus analysés et un peu moins mis de côté. On a mal parce qu'on a mal. On va essayer de développer dans cette vidéo. Et déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est bon de noter qu'on peut avoir une douleur physique. Elle est connue, hein, mais maintenant, et c'est bien, elle est mise en avant également. On peut avoir une douleur émotionnelle et une douleur mentale, d'où nos fameux burn-out, dépression. Et maintenant, les douleurs émotionnelles ou les douleurs non physiques, qu'on pourrait classifier douleurs physiques et douleurs non physiques, sont l'une comme l'autre, toutes les deux prises en compte. Et je trouve que c'est un bon progrès, c'est une bonne avancée. Alors, Platon l'a dit d'une manière philosophique. On pourrait tout simplement dire aussi les mots du corps, donc les mots MAUX, sont les mots MOTS du corps. On peut aussi le simplifier comme ça. La partie consciente douloureuse qu'on peut ressentir dans notre conscient, et ce ne serait-elle pas aussi un moyen pour notre corps de communiquer? Notre inconscient essaie de nous faire comprendre quelque chose à notre conscient, et le meilleur moyen qu'il arrive à avoir, à trouver, c'est de déclencher certaines douleurs dans le corps, une douleur émotionnelle, mentale, etc. Car l'un va rarement sans l'autre, voire l'un est impossible de diviser de l'autre. Une douleur physique entraînera dans la majeure partie des cas une douleur émotionnelle, une douleur mentale et vice-versa. Une douleur émotionnelle et une douleur mentale entraînera dans la majeure partie des cas une douleur aussi physique. Hein. Pour exemple, vous l'avez peut-être tous déjà vécu, vous perdez un être cher, un de vos proches, un de vos parents ou une perte d'un être cher. Très peu de temps après le décès de cette personne, on déclenche une douleur à tel ou tel endroit dans le corps. C'est très connu et même moi je le vois à mon niveau en tant que thérapeute, soit à deux pattes, soit à quatre pattes. Nos amis les animaux, en fonction de la perte d'un de leurs copains animaux ou la perte de leur maître, etc., vont aussi déclencher à leur manière. Chaque espèce a un petit peu ses spécificités, ses particularités. Donc voilà, on sait très bien, l'émotionnel va impacter le corps et vice-versa, le corps va impacter l'émotionnel. Une douleur récurrente, quelle qu'elle soit, sur plus ou moins long terme, va impacter notre mental, notre émotionnel. En préambule de cette vidéo, en introduction, il est bon de parler, je pense quand on parle de douleur, de parler de l'organe peau. Donc la peau, c'est un organe, c'est même le plus gros organe du corps. Hein. La peau a plusieurs rôles. Tout d'abord, déjà un rôle de protection, c'est la couche la plus externe de notre organisme. Elle va produire certaines hormones, notamment elle va rentrer en action pour la synthèse de la vitamine D. C'est pour ça qu'il est bon de s'exposer au soleil, de prendre la lumière du soleil et d'exposer le plus de surface de notre peau pour aider à la fabrication et la synthèse de la vitamine D, entre autres. Elle rentre aussi dans d'autres hormones, dans d'autres vitamines, mais la plus connue étant la vitamine D. Elle sert aussi d'émonctoire, elle va servir à évacuer certains déchets, notamment par le biais de la transpiration, évacuer certaines toxines. La peau, elle est composée de 3 couches. La couche la plus externe qui est l'épiderme, qui est la plus sujet à l'abrasion, qui est celle qui est le plus en contact avec le milieu extérieur. On a la couche du milieu qui est le derme et on a la couche la plus profonde qui est l'hypoderme. Chaque couche, épiderme, derme, hypoderme, va avoir ses principales fonctions, ne va pas avoir le même rôle pour l'organisme, ne va pas avoir la même présence de capteurs, parce que c'est ça qu'on va voir aussi, c'est que votre corps est constitué donc de la peau, et cette peau est remplie de nombreux capteurs qui vont chacun avoir un rôle. On a différents types de capteurs.
on va avoir des capteurs de proprioception qui vont donner un petit peu la position dans l'espace à votre cerveau, et notamment au niveau du cervelet. C'est le cervelet qui gère un petit peu la proprioception du corps. On va avoir des capteurs qui vont être sensibles au toucher, des capteurs qui vont être sensibles à la douleur, des capteurs qui vont être sensibles au chaud, au froid. Voilà, on a différents types de capteurs tout au long, partout sur notre corps, à différents endroits de profondeur, la peau, dans les muscles, dans les articulations, etc. Et à savoir aussi au niveau de la peau, c'est pour ça qu'on a trois couches. On a trois couches, et donc c'est aussi pour ça qu'on parle de 3 degrés de brûlure. Brûlure au premier degré, elle va impacter que la couche supérieure, donc l'épiderme. Brûlure au deuxième degré, elle va impacter le derme, donc la deuxième couche. Et brûlure au troisième degré, on va avoir une atteinte jusqu'à la couche la plus profonde, qui est l'hypoderme. Et donc, plus on atteint de couches, plus la brûlure est grave, plus la brûlure est douloureuse, et plus il faudra éventuellement de temps pour consolider, voire même avoir recours à des greffes de peau quand on est atteint jusqu'à une deuxième couche, voire troisième couche de peau, jusqu'à l'hypoderme. On a différents capteurs, différentes couches, et nos différents capteurs sensoriels vont avoir une partie ascendante, donc qui va aller donner l'information au cerveau, ou en tout cas au cervelet, à la moelle épinière, donner différentes informations au niveau du système nerveux, et une partie descendante. En fonction de l'information qui est donnée, on va donner des ordres à ces capteurs au niveau de mouvement, au niveau du corps, etc., ou pour changer certains paramètres physiologiques. Une partie toujours ascendante qui transmet l'information au système nerveux, et une partie descendante, le système nerveux va donner un ordre aux capteurs, aux muscles, en fonction des informations reçues. Alors la douleur, dans notre mode de vie, dans notre quotidien, et je le répète une fois de plus, surtout en Occident, en Orient, on n'a pas forcément la même vision, on a des subtilités, on a des petites spécificités liées notamment à l'aspect préventif de la santé, qui est, je pense, en tout cas je trouve, un peu moins présent en Occident, avec notre médecine dite traditionnelle. Mais en tout cas, en France et dans d'autres pays, la douleur, c'est quelque chose de négatif. On vit dans un monde de plus de positif. Il faut être plus performant, plus rapide, plus ceci, plus cela. Mettez des adjectifs derrière le plus que vous voulez, mais en tout cas, on vit dans un monde de plus. Et c'est vrai que la douleur est vue un petit peu de manière négative, parce que on va être moins performant, quelque niveau que ce soit, au niveau sportif, au niveau professionnel, au niveau personnel. La douleur va avoir tendance à nous limiter à différents niveaux, et donc elle est vue de manière négative. Malheureusement, au lieu de voir à essayer d'arriver à interpréter ce que le corps cherche à nous dire, et pour cela, moi, je peux vous conseiller un livre que je trouve très bien, entre autres, c'est le livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Les cris du corps sont les messages de l'âme. Donc, il reprend la citation connue de Platon à ce niveau-là. Et vous verrez dans ce livre, en fonction de l'endroit, de la zone qui va s'allumer dans le corps, on peut en déduire des problèmes d'ordre émotionnel, mental, et même en déduire si c'est des soucis plutôt d'ordre personnel, d'ordre professionnel, d'ordre familial, etc., avec telle ou telle personne. On peut pousser la description assez loin, et on peut en tirer pas mal d'informations à ce niveau-là, en fonction de la zone qui s'allume. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. En tout cas, ça peut être une des manières à utiliser pour essayer d'un petit peu comprendre cette douleur, et ne pas simplement chercher à l'endormir. Ce qui est souvent le cas dans notre mode actuel, c'est que on a une douleur et on va chercher à vous l'endormir, quelle que soit cette douleur. C'est le principe un petit peu des antidouleurs non stéroïdiens, antidouleurs stéroïdiens. Pour ce qui va être douleur physique, même après la morphine, on va passer sur des morphiniques, des opioïdes, etc., pour aller de plus en plus loin dans le fait d'endormir la douleur. Et si cette douleur est émotionnelle ou mentale, on va avoir des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Enfin, la médecine moderne a plein de manières différentes, plein de cordes à son arc d'une certaine manière, pour endormir un petit peu cette douleur, sans forcément essayer un petit peu de la comprendre et de l'interpréter, et de voir un petit peu, ok, on a mal, ok, je le conçois très bien, ça peut être inconfortable, surtout quand c'est une douleur qui dure depuis plus ou moins de temps, et plus elle dure dans le temps, plus elle devient chronique, et plus
elle va être un peu plus ou moins confortable, voire insupportable à vivre au quotidien. Je l'entends bien. J'y ai moi-même été sujet. Pour rappel, j'ai eu une maladie infantile que j'ai déclarée à l'âge de 2 ans qui m'a suivi jusqu'à mes 18 ans. Donc, j'ai été en traitement pendant une bonne partie de ma vie, pendant plus de 16 ans. Je sais ce que c'est avec les effets secondaires liés à cette pathologie, à cette maladie, le fait d'être un petit peu gros, donc d'avoir aussi des douleurs physiques, mais aussi émotionnelles, mentales, parce que là, du fait d'être gros, du fait d'avoir aussi déclenché des problèmes au niveau dentaire de cette grosse prise de cortisone, j'ai été aussi impacté d'une certaine manière au niveau émotionnel, au niveau mental par les moqueries. Je sais un petit peu ce que ça peut faire. Même récemment, dans mon corps physique, j'ai eu des douleurs au niveau de l'épaule, au niveau de la hanche qui m'ont duré pendant un certain laps de temps, une certaine durée, parce qu'en plus, voilà, j'ai un petit peu ce comportement, c'est bizarre, mais on peut le dire d'une certaine manière, j'ai été le cordonnier pas forcément bien chaussé, un peu à nier certaines choses, à ne pas vouloir voir certaines choses, mais d'une certaine manière, la vie a su me faire comprendre les choses d'une certaine manière en fonction de notre persistance, en fonction de notre résistance, parce que c'est pareil, on n'a pas tous la même résistance à la douleur, on n'a pas tous la même sensibilité, elle ne se manifestera pas forcément de la même manière, mais en tout cas, en fonction de la manière dont elle se manifeste, on va tous plus ou moins avoir une résistance à celle-ci. Et bon, moi, j'ai un caractère assez fonceur, assez où je m'écoute pas forcément, mais à sa manière, la vie, et ce sera valable pour vous aussi, l'intelligence de la vie sera un petit peu rééquilibrée, en tout cas, accentuera de plus en plus pour essayer de vous faire comprendre les choses d'une certaine manière. Ça passera par la douleur physique, émotionnelle, mentale, énergétique. Voilà, la vie a différentes manières de vous le montrer, au même titre que nous, l'humain conscient, notre fameux conscient, on est persuadé de tout savoir, de tout comprendre, de tout connaître, de tout avoir compris sur la vie. Je ne pense pas. Je pense que la vie a encore plein de choses à nous apprendre. On a encore plein de choses à apprendre de la vie, de notre environnement, de la nature et du fonctionnement de notre corps. Au même titre que l'humain a créé plein de manières d'endormir la douleur à quelque niveau qu'elle soit, la vie a plein de manières de nous montrer un petit peu ce qu'on doit voir, ce qu'on doit essayer de comprendre, et elle en a tout autant qu'on en a pour l'endormir. Elle a plein de moyens, plein de cordes à son arc pour nous essayer de nous faire comprendre certaines choses. Et ce sera toujours un petit peu pareil si on prend notre balance plus-moins, plus on va essayer de plus d'un côté, plus la vie va mettre d'une certaine manière du moins, du négatif pour rééquilibrer, pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous faire intégrer certaines choses en fonction de l'endroit qui va s'allumer chez vous ou chez votre animal, etc. Peu importe, le patient à 2 ou à 4 pattes, la vie va avoir plein de moyens pour nous faire comprendre en fonction de la récurrence. Voilà, il y a des gens qui arrivent, mon animal ou moi, j'ai tant de problèmes depuis tant d'années, toujours un petit peu récurrent au niveau d'une zone, d'un endroit, que ce soit au niveau corporel ou au niveau viscéral. L'importance aussi du viscéral. Je sais que moi, j'y accorde pas mal d'importance et 100% de mes séances, quelles qu'elles soient, aller traiter à ma manière le viscéral parce que c'est quelque chose d'important. Et pour ça, je mettrai aussi en lien de la vidéo un tableau où ça c'est très connu en médecine chinoise, en médecine asiatique, en médecine orientale, de l'endroit où ça va s'allumer, alors au niveau vertébral, au niveau articulaire, mais aussi au niveau viscéral. Les viscères, en fonction d'une certaine sensibilité viscérale, on va être capable de déduire une émotion, quelque chose qui va être majoritaire chez vous. Si je prends mon cas personnel, par exemple, moi, donc du coup, j'ai une maladie infantile qui a touché les reins, et donc je suis assez sensible au niveau des reins. J'ai été sensible en tout cas au niveau des reins. Et quelle est l'émotion majoritaire au niveau des reins qui ressort? C'est la peur. Et c'est vrai que pour les gens qui me connaissent bien, et moi qui me connais très bien et qui ai l'honnêteté de vous le dire, je suis quelqu'un qui peut avoir un petit peu une certaine peur, peur de l'avenir, peur à beaucoup de choses, d'être motivé un petit peu d'une certaine manière par la peur, différents niveaux, et ça va être un petit peu un moteur chez moi ou un frein, cette peur. Moteur ou frein, tout dépend un petit peu de la manière dont je vais l'interpréter. Et autre particularité du fait d'avoir pris beaucoup de cortisone
sur, je vous dis, plus de 16 ans de ma vie, surtout en période de croissance où j'étais en développement et quand j'étais petit, j'étais souvent sujet à des maux de ventre. J'avais mal au ventre, mal à ma sphère digestive et en tout cas, ce qui est souvent ressorti des différentes thérapies que j'ai pu faire ou même d'éventuelles prises de sang, etc., c'est que je peux être un petit peu sensible donc au niveau des reins et aussi au niveau du foie. Et donc l'organe foie, l'émotion rattachée au foie, c'est la colère. Et je sais que je peux être quelqu'un qui m'emporte assez rapidement, quelqu'un qui peut monter assez facilement dans les tours. Alors je pourrais aussi dire que je suis quelqu'un de passionné. Quand il y a un sujet qui me tient à cœur, quand il y a un domaine qui me tient à cœur, j'ai tendance à être un petit peu passionné. C'est vrai que c'est souvent décrit, et je peux être honnête et vous le dire, je sais que je peux assez m'emporter, être vite sujet à une certaine forme de colère, qui pareil peut être variable, graduable. C'est un petit peu mes particularités, certaines sensibilités au niveau des reins et une certaine sensibilité au niveau du foie, et on est tous un petit peu pareil, on a tous des points forts, des points faibles, que ce soit au niveau physique, au niveau digestif, au niveau émotionnel, au niveau mental. Donc le tout étant d'apprendre un petit peu à se connaître à différents niveaux. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la documentation. C'est aussi un petit peu le but de ces vidéos. C'est pour ça que je me permets un petit peu de le faire, de vous informer à ce niveau-là. Et si on continue un petit peu sur cette sphère viscérale, à savoir que pour d'autres exemples, mais je mettrai un tableau en lien que j'ai trouvé qui est très bien, qui explicite un petit peu tout ça. Par exemple, vous allez avoir le poumon qui est par exemple relié à la tristesse. Vous allez avoir l'intestin grêle qui est relié aux émotions refoulées, etc., etc. Et aussi, cela va jouer en fonction de la saison, des groupes d'organes hauts, des groupes d'organes bas. C'est assez complexe quand on se met à creuser un petit peu, mais en tout cas, si on a un suivi, quel qu'il soit, on peut se rendre compte un petit peu, on va tous avoir un petit peu des points de force, mais aussi des points de faiblesse. Il est bon de se servir de ces points de force, il est bon de se servir de ces faiblesses, de soutenir en tout cas ces faiblesses, de les connaître pour pouvoir les soutenir et les élever un petit peu, rééquilibrer, même si on n'est jamais parfaitement équilibré, de tendre quand même vers un certain équilibre à différents niveaux, physique, énergétique, émotionnel et mental. Et je pourrais aussi reprendre l'image de l'atome, d'un noyau et de plus ou moins d'électrons autour en fonction de l'atome en question. Mais en tout cas, un noyau, un nombre variable d'électrons autour, le noyau positif, le ou les électrons négatifs, et le tout tend à équilibrer les charges positives, les charges négatives, et ce qu'on observe à une échelle atomique s'observera à plus grande échelle, savoir un petit peu équilibrer le tout, notre côté positif, notre côté négatif, équilibrer un petit peu cette charge et d'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, si on déséquilibre trop d'un côté, trop de plus ou trop de moins, et ben la vie nous rapportera un petit peu ce qui nous manque, ce en quoi nous sommes déséquilibrés. Elle essaiera de nous le montrer d'une certaine manière, de nous réorienter. Et la douleur est un petit peu la manière dont le corps a de s'exprimer et d'essayer de vous faire comprendre certaines choses. Et c'est pour ça que je vous invite à vous documenter un petit peu. Et notamment, je le rappelle, avec ce livre, il y en existe plein d'autres, mais je trouve que celui-là est très bien. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Michel Odoul. Je vous mettrai d'autres petits liens en description de cette vidéo et je vous inviterai toujours à aller vous renseigner un petit peu sur les liens des vidéos. Voilà, j'essaierai d'expliciter mes propos par d'autres vidéos, par des livres. Tous les livres que je conseillerais, en règle générale, je les ai lus ou j'ai lu un résumé si je les ai pas lus en entier. En tout cas, j'essaierai toujours de conseiller quelque chose que j'ai lu, que j'ai pratiqué moi-même parce que c'est dur de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, pour revenir aussi à l'aspect viscéral, si on veut continuer un petit peu sur ce viscéral, à savoir que par exemple le rein, je vais vous donner un petit peu ma vision, qui est reliée donc à l'émotion peur et quelque chose qui s'allume assez fréquemment chez les mammifères. Moi, je le retrouve très régulièrement sur nos amis à quatre pattes ou sur nous à deux pattes. Et alors moi, je le vois un petit peu de cette manière-là parce que déjà, on est constitué à plus de 70% d'eau, et donc le rein, la vessie, c'est l'élément eau en médecine chinoise, donc relié à l'eau. Nous sommes constitués à plus de 70% d'eau. La planète sur laquelle nous vivons, on l'appelle
très souvent la planète bleue, parce que quand on la voit de l'espace, elle est majoritairement recouverte d'eau, hein. Il y a plus d'eau sur Terre à la surface de visible que de partie terrestre. Donc, il y a plus d'eau visible. Moi, je trouve que ce parallèle est toujours, en tout cas, c'est quelque chose qui est faisable, qui est quelque chose qui est envisageable, et c'est sûrement pour ça que je trouve, alors aussi peut-être du fait de ma sensibilité personnelle des reins, mais en tout cas, voilà ce parallèle qu'on peut faire entre la planète bleue, notre composition à majorité d'eau de notre corps, etc., ou le fait que donc les éléments eau, et notamment reins, et aussi la vessie, s'allument assez rapidement, et aussi c'est l'organe qui est relié à la peur, et d'une certaine manière, émotionnel, la peur est quelque chose qui se manifeste, alors à différents degrés, à différents niveaux, mais on est tous plus ou moins sujets à des peurs. Moi, en tout cas, je le vois comme ça, je l'explique comme ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord, une fois de plus, mais en tout cas, je vous donne ma vision, libre à vous d'y adhérer ou pas. Et j'espère que la médecine occidentale classique, allopathique chirurgicale, va tendre un petit peu à évoluer, à s'inspirer un petit peu plus des médecines orientales, asiatiques, où la prise en compte de l'émotionnel et du mental est plus présente, et on écoute un petit peu plus le ressenti du patient, et on va pas simplement se dire bon bah c'est une douleur, voilà, parce que votre corps entre guillemets il bug et le corps il est pas intelligent, faut endormir cette douleur et basta. Moi je ne suis pas de cet avis-là. Ce n'est pas ce vers quoi je veux aller. J'espère que voilà, d'une certaine manière la médecine classique tendra aussi vers ça, essayer d'un petit peu ne pas simplement se dire le corps est bête. Pour moi, le corps est d'une intelligence extrême, et ce sont plutôt nous, humains, avec notre conscient notamment, qui avons d'une certaine manière une certaine forme de bêtise, une certaine forme de croyance de supériorité par le biais de notre conscient, alors que je vous le rappelle, ne pas oublier que le conscient, si on prend l'image d'un iceberg, en tout cas, notre conscient serait la partie émergée, donc hors de l'eau, et l'inconscient serait la partie sous l'eau, immergée. On le sait, la plus grosse partie d'un iceberg, c'est la partie qui est sous l'eau. Donc, chez nous, ce serait notre partie inconsciente. Donc, arrêtez un petit peu de penser, de croire que parce que on ne comprend pas, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, parce qu'on n'en est pas conscient, ce n'est pas quelque chose qui est possible, ce n'est pas quelque chose qui est réalisable, ou tout du moins ce n'est pas quelque chose que l'on connaît. Ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas encore que ce n'est pas possible. La vie, depuis que l'homme existe, et voilà, on est en perpétuel apprentissage, et notre génération à l'heure actuelle en saura moins que la génération dans 10 ans, dans 15 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Tout aura évolué en fonction de nos connaissances, en fonction de l'informatique, en fonction de notre environnement, de l'avancée de nos technologies. Que l'humain fasse un petit peu attention à ça. Nos croyances d'aujourd'hui, nos certitudes pourraient être nos obstacles de demain, ou en tout cas pourraient être remises en cause par l'avancée de nouvelles technologies, de nouvelles informations reçues. Justement, l'astronomie est en train de vivre un certain chamboulement. Pour expliciter un peu cet exemple des croyances, et qu'on pense tout savoir, que l'humain pense tout savoir. Voilà, en astronomie, avec la mise en place du nouveau télescope James Webb qui commence à envoyer les premières informations, on commence à analyser les premières photos, les premières données, etc. Là, c'est la théorie du Big Bang qui commence à être remise en cause, parce que les informations reçues, les nouvelles photos, vidéos envoyées par ce télescope ne collent plus avec les calculs. Donc, cette différence entre les croyances qu'on avait et les nouvelles informations qu'on reçoit, ça colle plus, et il va falloir peut-être remettre en cause notre vision que l'on avait au niveau là de l'astronomie, et notamment au niveau du Big Bang, de la création de notre univers. Là, c'était l'exemple que je voulais vous donner, mais des exemples comme ça, on en a plein. On a l'exemple très connu de Galilée qui a été obligé de renier ce qu'il avait dit, parce qu'il disait que la Terre qui tournait autour du Soleil. Voilà, à une époque, on croyait que c'était la Terre au centre et le Soleil qui tournait autour. Des exemples comme ça, on en aura encore plein dans l'avenir. À l'heure actuelle, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Restons un petit peu humbles. Revenons donc à cet exemple que j'aimerais vous donner, que j'ai vécu personnellement. J'ai une cousine qui est médecin, qui est docteur, et donc lors de sa présentation de thèse, elle nous a invités. On est allé donc à la présentation de sa thèse. Le titre de sa thèse, c'était « Prise en charge de l'aspect émotionnel et mental chez le patient en médecine générale ».
Moi, j'entends ça, j'écoute, développe. Enfin, je suis d'accord avec ce qu'elle dit parce que moi, avec la formation que j'avais reçue d'ostéopathe animalier, c'est déjà, on nous l'avait déjà explicité, on nous l'avait déjà décrit, l'aspect émotionnel. En fonction de telle ou telle zone, on va pas avoir forcément le même émotionnel, etc. En fonction de la zone traitée, on va avoir un impact émotionnel sur tel ou tel niveau. Elle développe sa thèse et à la fin de la thèse, applaudissements, félicitations du jury, thèse novatrice, etc. Un peu surpris de me dire, en médecine générale, en tout cas, j'ai pas suivi le cursus de médecin généraliste, mais en médecine générale, a priori, de prendre en charge l'aspect émotionnel et l'aspect mental. Bon, bah en tout cas, pour ce jury-là, lors de la présentation de thèse de ma cousine, c'était quelque chose d'original, quelque chose de novateur et quelque chose de nouveau. Bon, moi, je connaissais ma cousine tout au long du déroulement de sa thèse. Ça collait bien avec un petit peu ce que je sais d'elle. Elle s'était un petit peu documentée sur l'hypnose. Elle a voyagé un petit peu en Inde, en Asie, dans d'autres pays, en Afrique, etc. Donc, elle a une culture, elle a une ouverture d'esprit qui est présente, qui est là. Et donc voilà, pour moi en tout cas, ce dont elle parlait dans sa thèse, ça correspondait très bien avec son tempérament, son caractère et tout. Je trouvais ça d'une certaine manière normal et bien. En tout cas, ça collait aussi avec ma vision des choses, ça colle avec ma vision des choses. Et je vous dis, a priori, ça colle pas en grande partie avec la formation traditionnelle que peuvent avoir nos médecins généralistes et donc après qui peuvent se spécialiser dans tel ou tel domaine. Et ce que je trouve un petit peu dommage, en tout cas en Asie, en Orient, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même vision et on prend en compte dès le début l'aspect émotionnel, l'aspect mental. Et donc là, je vous renvoie à un documentaire et que je mettrai sûrement en lien, je l'ai déjà mis en lien dans une autre vidéo, mais je le mettrai en lien aussi dans celle-là, où au Tibet notamment, où pareil, on a une médecine dite un peu occidentale, allopathique, chirurgicale, et une médecine plus ancestrale, justement avec la prise en compte du digestif, du mental, de l'émotionnel, ok, de l'aspect physique, vertébral. Enfin, voilà, on essaie de prendre en compte le plus de choses dans le corps. Quand le patient vient, on essaie de vraiment prendre plein de choses en compte de ce qu'il nous dit et pour après en déduire un éventuel traitement au niveau de l'alimentation. Et notamment, là, il parlait de la méditation, de faire certains exercices de relaxation. On essaie de prendre la globalité du patient en compte, ce qui est, je trouve, peut-être un petit peu moins le cas, mais aussi ça demande du temps. Des consultations comme ça demande du temps, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui pêche dans notre médecine traditionnelle allopathique, c'est des consultations d'un quart d'heure. Est-ce qu'on peut faire la même chose que dans une consultation qui peut durer 1 heure et demie? Il semblerait que peut-être pas. C'est ça aussi qui est dommage, je trouve, en médecine dite traditionnelle occidentale. C'est vraiment on compartimente tout. On a le médecin généraliste et puis on a le chirurgien. Et puis si on veut s'occuper de l'aspect mental, émotionnel, il faut aller voir le psychiatre et c'est une autre branche et c'est pas la même formation. À un moment donné, ça a bifurqué, etc. Essayer d'être d'une certaine manière le plus généraliste, le plus large possible pour intégrer le plus de paramètres dans le patient, dans ce qui nous manifeste, dans ce qui nous décrit, que ce soit dans le verbal ou dans le non-verbal aussi, très important. Travaillant pas mal avec les animaux, donc cet aspect non-verbal, j'y suis habitué, réussir un petit peu à interpréter certaines manifestations que peut avoir l'animal, même s'il ne parle pas, on peut en interpréter pas mal de choses, et c'est pareil dans l'humain. Est-ce qu'il nous dira forcément tout, sachant que l'humain des fois peut avoir une petite tendance à cacher, à mentir, à dissimuler certaines choses, parce que c'est dans le comportement humain. Essayer d'interpréter un petit peu, ok, c'est bien ce qu'il nous dit avec le verbal, mais aussi essayer d'interpréter ce qu'il nous dit dans le non-verbal. Donc voilà pour cet aspect un petit peu douleur, pour revenir, pour finir, pour peut-être encore une fois répéter, mais je comprends une douleur au quotidien, une douleur dite chronique qui vous tient depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est compliqué, ça atteint le mental, ça atteint l'émotionnel, et je vous dis, je l'ai vécu avec une douleur à l'épaule, une douleur à la hanche, et là j'ai été le cordonnier pas très bien chaussé. D'une certaine manière, j'ai su rééquilibrer, j'ai su prendre du recul et essayer d'analyser, d'interpréter un petit peu ce que mon corps essaie de me dire. Et c'est un petit peu le conseil que je peux vous donner
documentez-vous, renseignez-vous, allez voir des spécialistes à différents niveaux, que ce soit en médecine occidentale ou en thérapie parallèle orientale, etc. On a l'acupuncture qui est très connue, mais bon, voilà, je vous dis, avec nos mains, on peut faire beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'acupuncture qui peut travailler au niveau énergétique. Voilà, avec les mains, on peut faire de grandes choses. Je ferai sûrement une vidéo qui explicitera un petit peu plus ces propos, qui est connu en physique quantique, c'est l'effet Casimir. Quand on colle deux plaques de métal entre elles, quand on les met presque à fleur, presque à se toucher, il y a une création, une forme d'énergie qui se crée. Bah là, c'est un petit peu pareil avec le toucher. On n'a pas forcément besoin d'ajout, d'aiguilles ou de toute autre chose extérieure. Le simple fait de contacter d'une certaine manière avec les mains, on crée une certaine forme d'énergie et on peut aller voir certaines choses. Quand on a certaines connaissances, on peut faire de belles choses. J'aurais pu aussi vous parler des chakras, parce que chaque chakra, chaque zone énergétique, ce qui correspond au chakra, on peut aussi en déduire des choses dans le corps, de l'émotionnel, des zones qui sont en dysfonction, une certaine globalité déjà qui permet un petit peu de recentrer dans le corps. Ce qui est connu aussi en médecine asiatique, en médecine orientale, en médecine chinoise, etc. Je pourrais développer, comme beaucoup, les vidéos pendant un laps de temps encore plus long, mais il faut que j'essaye un petit peu de me canaliser, de me concentrer et de pas vous faire des vidéos trop longues pour vous donner l'envie et continuer à les regarder, parce que je sais que si vous voyez une vidéo d'1 heure et demie, vous allez vous dire, oh là, j'ai pas le temps, c'est trop long. Essayez de rester raisonnable dans la durée de vidéo. Et je le répète, je le martèle, le corps est une machine de guerre et on est encore loin de tout savoir, on est encore loin de tout connaître de notre organisme à plein de niveaux différents. Essayons de rester un petit peu humble, laissons un petit peu nos technologies avancer et on découvrira encore de nouvelles choses. Essayons d'être un petit peu moins peut-être dans le conflit et dans une certaine guerre d'ego, une certaine guerre de fierté, de connaissance, etc. Essayons de moins entre guillemets, nous entrechoquer et tendre à plus à une discussion, à une collaboration, à un échange constructif. Le but étant toujours aux finalités, que ce soit en animalier ou en humain, que ce soit le patient, c'est vraiment ça la finalité. Être OK que il y a des choses qu'on ne comprend peut-être pas encore à l'heure actuelle, mais si ça marche, eh ben ça marche, et tant mieux pour le patient d'une certaine manière, tant mieux pour lui, même si vulgairement on pourra dire oui, bah c'est l'effet placebo, c'est souvent ce qui ressort. Eh ben tant mieux, servons-nous un petit peu de cet effet placebo qui est un moyen que le corps a aussi de s'auto-guérir, de s'auto-soigner, de tendre vers cette fameuse homéostasie. Et si on peut s'en servir, tout le monde s'en sert. Chaque praticien, quel que soit son domaine en médecine, se sert un petit peu d'une certaine manière de l'effet placebo. Servons-nous-en, et c'est très bien. Le but étant d'aller vers un certain équilibre entre bien-être, douleur, etc. Savoir équilibrer un peu le tout à différents niveaux. Je le répète, physique, énergétique, émotionnel et mental. Et pour finir un petit peu cette vidéo, je pourrais reprendre une citation de Jung qui dit qu'il n'y a pas de prise de conscience qui ne se fasse sans douleur. D'une certaine manière, on pourrait aussi le voir, il n'y a pas de changement qui s'effectue sans douleur, quelle qu'elle soit, un petit peu physique, un petit peu énergétique, émotionnelle ou mentale. Accepter aussi une certaine forme quand on met des changements en place, quels qu'ils soient, qui est accepté qu'il y ait des modifications, qu'il y ait une certaine forme de douleur qui puisse apparaître, et ça dépendra des cas. Tous n'y seront pas forcément sujets, mais ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose à quelque niveau qu'il soit, c'est toujours pareil, énergétique, physique, émotionnel ou mental, que c'est forcément mal. C'est sûrement aussi le corps d'une certaine manière. Vous amorcez un changement quel qu'il soit, votre corps parle un petit peu, vous dit quelque chose, vous fait reprendre certaines sensations, parce que peut-être vous aviez essayé de les endormir d'une certaine manière, et donc le fait de reprendre conscience, de changer certaines choses, vous fait ressortir certaines sensations que vous aviez un petit peu endormi, mis sous le tapis. Mais comme toute chose qu'on essaie un petit peu de cacher, de masquer, ça peut durer un certain temps, mais de plus, la nature étant bien faite, tout ce qu'on essaie de cacher, tout ce qu'on essaie de pas voir, voilà, mettre la tête dans le sable, regarder à gauche pour pas voir à droite, regarder à droite pour ne pas voir à gauche, le corps nous le ressortira, nous le resservira d'une certaine manière, et plus on aura attendu, plus cela pourra être
conséquent d'une certaine manière, à l'instar toujours d'un bateau. Plus celui-ci est gros, plus il faudra le temps pour lui faire demi-tour. Plus on a attendu, plus on a fait grossir ce bateau, plus on a endormi notre douleur, plus d'une certaine manière, l'effet rebond pourra être pareil, long, conséquent, avec plus ou moins de sensations, plus ou moins de réveil, plus ou moins douloureux, de sensibilité, etc. Je ne peux pas vous le cacher, je ne suis pas le seul à le penser. Voilà, Jung le pensait déjà avant moi et bien d'autres. Toute prise de conscience, tout changement peut passer par une période plus ou moins confortable et ça, il faut l'accepter. Il y a, d'une certaine manière, on n'a rien sans rien, de sortir de sa zone de confort d'une certaine manière pour derrière, il y aura toujours quelque chose de beau, de magnifique et ça, je peux vous le garantir à quasiment 100%. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon rééquilibrage et à bientôt. Merci pour votre écoute. Et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.